Bonjour à tous. Dans une banlieue tranquille du territoire nord-australien, un simple pavillon va devenir, dans les années 90, le théâtre d'un des cas de poltergeist les plus célèbres du pays. À Humpty Doo, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Darwin, les résidents d'une même maison affirment avoir vécu pendant des semaines un cauchemar réveillé. Pierres qui pleuvent, objets projetés à travers les pièces, grattements dans les murs. Les témoins seront nombreux, les journalistes afflueront et même la police assistera à des phénomènes qu'elle n'arrive pas à expliquer. Bienvenue dans la maison du poltergeist de Humpty Doo. Cette habitation du 90 McMeans Drive est une construction basse de plain pied entourée d'une large véranda. Le toit est couvert de tôles ondulées et à l'arrière se trouve une terrasse couverte où l'on se protège tant bien que mal des attaques de moustiques. Le terrain fait plusieurs hectares, quelques arbres, des carcasses de voitures et tout autour, à peine plus loin, la brousse qui s'étend sur des kilomètres. L'endroit est typique du territoire du nord australien, chaleur constante, humidité extrême et quand vient la saison des pluies, tout devient boueux et le ciel se voile en permanence. C'est là que tout a commencé au cœur de l'été austral en 1997, alors que 5 adultes ont choisi de partager cette maison de location bon marché. Les premiers arrivés dans la maison sont Jill Somerville et son compagnon Dave Clark. Ils ont emménagé à l'été 97 accompagnés d'un ami prénommé Murph. Tous trois vivent d'emplois modestes, leur quotidien est des plus simples, bière fraîche, moto, musique et soirées sous la véranda. Quelques mois plus tard, en janvier 98, un second couple emménagea avec eux en colocation, Andrew Adjus et sa femme Kirsty. Ils sont accompagnés de leur fillette de 11 mois, Jasmine. Malheureusement, peu avant l'arrivée de la famille, un drame venait de frapper le premier trio. Un ami proche de Murph, Troy Radaz, venait de perdre la vie dans un accident d'une extrême violence. Un soir, son pick-up avait quitté la route avant de s'écraser contre un arbre à quelques kilomètres de leur propriété. L'impact fut si brutal que le véhicule s'embrasa aussitôt, ne laissant derrière lui qu'un brasier incontrôlable, car Troy transportait dans son troc des produits hautement inflammables. Cette mort brutale marquera profondément le petit groupe. Murph en particulier se renfermera sur lui-même. Certains noteront plus tard que les phénomènes auraient justement commencé peu de temps après cet accident. Une nuit de janvier 98, soit quelques jours après le décès de Troy, durant un orage, Jill, Dave, Murph, Andrew et Kirsty étaient assis à l'arrière de la maison en train de prendre des bières dans la véranda. Ils fumaient et discutaient tranquillement. Puis de manière inattendue, un petit bruit se fit entendre. Un caillou tomba à leurs pieds, puis un autre, et encore un autre. Ils avaient regardé autour d'eux, personne. Certains s'étaient même levés pour voir si une personne s'était invitée sur leur terrain et s'amusait à leur jeter des pierres. Mais la pluie de pierres continua, plus régulière, plus ciblée. Certains cailloux frappèrent la table, d'autres ricochèrent sur les murs. Kirsty, la jeune mère, s'inquiéta pour sa fille. Tous rentrèrent alors dans la maison. Mais voilà qu'au comble de leur sidération, de nouveaux cailloux tombaient, mais cette fois à l'intérieur de la maison. Ces petites pierres semblaient chuter du plafond. Elles apparaissaient littéralement dans l'air, à 1 mètre au-dessus du sol, et retombaient sur le carrelage. Tout était parfaitement sèche et chaude, alors qu'au dehors, la pluie tropicale inondait encore le terrain. Aussitôt, les résidents iront inspecter le grenier. À peine ils ouvriront la trappe que d'autres pierres chutèrent sur eux. En revanche, ils ne trouvèrent aucun caillou dans le grenier. Alors comment les pierres qui avaient plu au salon avaient pu traverser le plafond ? Cette même nuit, d'autres objets volèrent à travers la maison, des piles, des outils, des couteaux de cuisine. Ce n'était que le début. Par moments, il ne se produisait rien pendant des heures, voire plusieurs jours. Puis soudain, un objet chutait du plafond. Un lecteur CD fut même projeté à travers une pièce. Des vitres se brisèrent lorsque divers objets furent violemment projetés, on ne sait comment, au travers des fenêtres. Ensuite, une nuit, les résidents entendirent des bruits de grattements enragés provenant des murs. Ces sons furent si intenses que personne ne parvint à fermer l'œil. C'est à partir de ce moment-là que le phénomène prit une tournure nettement plus sinistre. Puis ce sont des capsules de bière, des vis, des boulons qui seront jetés. Bientôt pire encore, des tessons de verre apparaissent de nulle part, éclats d'ampoules, morceaux de bouteilles et des verres projetés à travers la pièce. Un témoin dira « C'était comme si la maison vomissait tout ce qu'elle contenait ».
Les objets semblaient tomber verticalement ou fuser d'un coin à l'autre. Certains ricochaient sur les meubles, d'autres s'arrêtaient net. Kirsty racontera même avoir vu un couteau de cuisine traverser la pièce et se planter dans le mur à quelques centimètres d'elle. Il y avait aussi des cartouches de petit calibre qui semblaient surgir de nulle part et des clés étaient lancées aussi à travers les pièces. Fait étrange, les objets lancés n'étaient pas toujours les leurs. Comme certains outils qu'ils n'avaient jamais vus, mais également les cailloux qui tombaient étaient parfois d'aspect différent aux cailloux qui étaient disposés dans leur allée de gravier. Puis il surviendra quelque chose d'encore plus déroutant. Des mots apparurent sur les murs. Fire, skin, help. Ensuite le mot car, voiture, écrit à l'aide de cailloux agencés parfaitement dans la salle de bain. Puis encore le prénom Troy, rappelant sinistrement celui de Troy Radaz qui venait de décéder dans un terrible accident de voiture quelques jours plus tôt. Mais ce qui était étrange, c'est que le prénom avait été mal orthographié. Certains des mots étaient formés avec les lettres d'un jeu de Scrabble, d'autres dessinés dans la poussière ou de la cendre, d'autres encore écrits avec un marqueur. Les résidents qui n'allaient pas se laisser intimider finirent par solliciter le secours d'un prêtre. Le père Stéphane de Souza, de la cathédrale Sainte-Marie de Darwin, fut le premier à se rendre sur les lieux. Lors de sa visite, alors qu'il bénissait les pièces, il se rendra dans la cuisine et remarquera un couteau aztèque posé sur le micro-ondes. Il s'en éloignait quand l'un des habitants l'interpella. En se retournant, le père Stéphane de Souza vit alors le couteau s'élever et foncer droit vers lui. Personne ne se trouvait en position de l'avoir lancé. Il n'eut même pas le temps d'esquiver. Pourtant, lorsqu'il arriva à environ 50 cm de sa poitrine, le couteau s'immobilisa brusquement, comme s'il avait percuté quelque chose, puis tomba à ses pieds. Selon le père de Souza, l'un des habitants possédait des capacités médiumniques sans en avoir pleinement conscience, ce qui aurait pu attirer une présence dans la maison. Il réalisa alors un rituel destiné à empêcher cette entité, quelle qu'elle soit, de blesser quelqu'un. Il précisa également que s'il s'agissait d'un véritable phénomène de poltergeist, son intervention ne suffirait peut-être pas à y mettre fin. Les prières du prêtre apaisèrent l'activité durant 3 jours, mais tout reprit ensuite. Les objets se mirent de nouveau à être projetés à travers les pièces. Le père Tom English, prêtre catholique de Darwin, accepta à son tour de se rendre sur place. Il fera en tout 4 visites dans la demeure. Dès la première, des objets furent lancés sous ses yeux. Une balle de pistolet aurait même été lancée dans sa direction, alors qu'elle provenait d'une chambre inoccupée. Il bénit lui aussi la maison, mais au moment de partir, une bouteille de médicaments aurait volé vers lui. Pour aider les résidents malgré tout, il laissa de l'eau bénite, un crucifix et une Bible. Le prêtre Tom English dira pourtant plus tard « Ce n'était pas un démon, ni un ange, simplement quelque chose que nous ne comprenons pas. » Cette nuit-là, une vitre se brisa. Aussi, la Bible déposée par le père English quelques heures plus tôt fut retrouvée jetée au sol et l'eau bénite entièrement répandue sur une étagère. Un prêtre orthodoxe vient également sur place. Lui aussi procéda également à une bénédiction. Selon les témoins, l'entité tenta de lui arracher la Bible des mains, lui tordant même le bras. Il se serait ensuite laissé tomber sur un canapé en sueur, affirmant qu'il n'avait jamais été confronté à un cas d'une telle intensité. Il était impossible de prévoir les attaques de cette chose qui se manifestait avec tant de férocité. Certains jours se déroulaient dans un silence total, presque trompeur, puis soudain, la maison explosait de violence, comme si quelque chose s'était à nouveau réveillé. Et pourtant, malgré les couteaux projetés à travers les pièces, malgré les éclats de verre qui fusaient et se brisaient dans la maison, personne n'était jamais blessé, pas une seule coupure, pas une égratignure. Plus étrange encore, jamais rien ne se produisait dans la chambre de la petite Jasmine. Cette pièce restait une zone de calme absolu, un sanctuaire intouché. C'était comme si l'entité ne cherchait pas à leur faire du mal, mais principalement à se faire entendre, comme si chaque attaque, chaque fracas n'était qu'une manière calculée d'attirer leur attention. Les habitants troublés par ce phénomène, puisqu'ils ne le craignaient, n'avaient aucune intention de se laisser chasser par cette entité qui parasitait leur espace et troublait parfois désagréablement leur sommeil. Aussi, malgré les mots qui avaient été écrits et qui évoquaient clairement leur ami Troy, feu, voiture et même son prénom,
Ils doutaient que l'entité fût leur ami défunt qui se manifestait, car celle-ci n'appelait même pas son prénom correctement. Agacé, parfois excédé, Murph finit par insulter l'entité. À partir de ce moment-là, plus aucun mot faisant référence à leur ami ne réapparut. Ils avaient de plus en plus la sensation que la présence aussi écoutait leurs conversations et réagissait à leurs mots. Le 20 mars, leur amie Annette Taylor, son fils et son compagnon Lloyd Green vinrent visiter la maison. Annette, en entrant, aperçut au sol un long crucifix et un trident soigneusement formé avec des cailloux. Lloyd déclara que c'était tellement précis, tellement géométrique, que cela aurait dû prendre des heures à composer. Pourtant, la figure était apparue dans le hall en seulement quelques instants, le temps qu'ils traversèrent la pièce. Quand Dave toucha les cailloux, ils explosèrent soudain dans toutes les directions, projetés avec une telle violence qu'ils heurtèrent les murs et réveillèrent la petite Jasmine. Plus tard, Annette devint elle-même la cible de l'entité. Des cailloux et divers objets furent projetés sur elle. Elle expliqua à ses amis que normalement, les poltergeists ne blessent jamais personne. À cet instant précis, une paire de pinces traversa la pièce à toute vitesse, droit vers son jeune fils assis à côté d'elle. Dans un réflexe, elle parvint à les attraper avant qu'elle ne frappe son enfant. Mais l'impact fut si violent que sa main en resta douloureuse. Annette fut ainsi la première personne à être véritablement blessée par le phénomène. Un soir, après une période d'activité particulièrement intense, les résidents sortirent et découvrirent que l'une de leurs voitures ainsi que leur bar extérieur était entièrement recouvert d'une épaisse couche de cailloux. En observant l'allée, ils constatèrent plusieurs trous dans le gravier. C'était la preuve que les pierres provenaient bien de chez eux, mais aucune explication ne pouvait justifier comment elles avaient été en quelque sorte aspirées, puis projetées jusque-là. Un après-midi, un ami de Murph se trouvait sur la terrasse, une bière à la main. À un moment donné, Murph s'était absenté une minute pour entrer dans la maison. Son ami raconta alors avoir vu dans l'allée un objet noir et sphérique, une sorte d'anneau de la taille d'un poing, se déplacer silencieusement avant de s'élever en direction du toit. Il affirma que cette chose laissait derrière elle une traînée de cailloux flottants, comme si elle les aspirait et les transportait dans les airs. Après quelques semaines, l'affaire commença à attirer l'attention de la presse. Jack Ellis et 2 reporters vinrent enquêter. Jack Ellis déclara qu'avant même de pénétrer dans la maison, il avait entendu un bruit sec au-dessus de lui, puis avait été littéralement bombardé de cailloux. Les 5 résidents se trouvaient pourtant juste devant lui, il savait donc parfaitement qu'aucun d'eux n'avait pu provoquer cela. Peu après, la chaîne de télévision Channel 7 les contacta. La chaîne souhaitait un accès exclusif à la propriété en échange de $2000 australiens. Ce que les résidents espéraient avant tout, c'était que l'équipe de télévision parvienne enfin à capturer le phénomène. Greg Quayle, reporter de l'émission Today Tonight, arriva le 7 avril avec une équipe de 4 personnes et le journaliste freelance Max Anderson. Au départ, ils étaient convaincus d'avoir affaire à un simple canular. Mais très vite, leur certitude se fissura. Des objets étaient projetés alors que personne ne se trouvait dans la pièce. Ils restèrent 5 jours et 5 nuits à Humpty Doo à chercher une explication rationnelle. Ils n'en trouvèrent aucune. Au bout de seulement 2 heures sur place, Greg Quayle vit des objets voler à travers les pièces. Des ciseaux, des pierres, des couteaux, des morceaux de verre et même des balles. Danny Sim, l'un des caméramans, était lui perché sur une échelle près de l'accès du grenier lorsqu'il entendit un choc sur la toiture en tôle. Il leva les yeux juste à temps pour voir un éclat de verre passer sous le toit, frôler sa tête et s'écraser au pied de l'échelle. Plus tard, seul dans le garage, Danny encore fut témoin d'une nouvelle pluie de cailloux et d'un outil frappant la tôle avant d'être atteint à la tempe par une pile AA. Il devient ainsi la 2e personne blessée par le phénomène. Max Anderson, le journaliste freelance, vit quant à lui une pile percuter violemment un mur à côté de lui. À l'extérieur, un couteau fut projeté contre l'une des voitures. À l'intérieur, les matelas étaient régulièrement tirés des lits et repoussés sur le côté, comme si une force invisible s'acharnait à déranger chaque pièce. Mais la frustration de l'équipe grandissait car il semblait impossible de capturer ces événements avec leurs caméras. Chaque manifestation survenait quand l'objectif était tourné ailleurs ou quand ils filmaient une autre pièce ou encore lorsque les caméras étaient éteintes. Ils avaient le désagréable sentiment que l'entité jouait avec eux, qu'elle contrôlait le moment de ces apparitions. Sur plus de 1000 heures de tournage,
ils ne purent enregistrer qu'un seul phénomène, un biberon projeté à grande vitesse. Mais là encore, l'objet vola au moment précis où un membre de l'équipe passait devant la caméra. Mais personne n'aurait pu le lancer avec une telle force sans être immédiatement repéré. Quelques secondes plus tard, un éclat de verre s'écrasa au sol tout près d'un caméraman. L'entité jouait littéralement avec eux et les narguait avec un malin plaisir. Les caméramans, qui étaient initialement arrivés dans l'optique de débunker le phénomène, avaient d'abord espéré surprendre l'un des résidents en flagrant délit, convaincus qu'ils étaient au début qu'il s'agissait d'un canular. Mais jamais, alors qu'ils étaient sur place, ils ne virent quoi que ce soit qui puisse alimenter cette histoire. Un jour, profitant aussi de l'absence totale des habitants, l'équipe verrouilla la maison et laissa tourner 5 caméras en continu. Les caméras filmèrent jusqu'à vider entièrement leur batterie, mais tout cela sans capturer le moindre événement. Pourtant, au moment où un technicien entra pour remplacer les batteries, des bruits d'outils frappant les murs résonnèrent aussitôt. Plus tard, ils découvrirent des inscriptions tracées sur le sol et les cloisons. Pas de caméra, no TV, pig camera. Ce qui était certain, c'est que l'équipe dut se rendre à l'évidence. Les phénomènes se produisaient même en l'absence des résidents. Et surtout au bout de quelques jours et après de nombreux échanges avec chacun d'entre eux, ils s'étaient bien aperçus que ceux-ci n'avaient rien de menteur ni de manipulateur. Ils étaient sincères, épuisés et profondément blessés d'être accusés d'instabilité mentale ou de mensonge. Murph en particulier n'en pouvait plus. Il voulait des réponses, il voulait comprendre, il voulait que cela cesse. Le 7 avril, ils firent intervenir le médium Steve Bishop. Mais dès son entrée dans la maison, celui-ci fit son numéro qui n'apporta rien à l'affaire. Il parla d'une énergie oppressante, lourde et affirma que la Terre elle-même semblait morte. L'équipe fit ensuite intervenir Brandon Gowdy, un expert en construction. Il emmena avec lui une caméra thermique qu'il utilisa sur les objets immédiatement après qu'ils eurent été lancés. Le plus étrangement du monde, l'écran révélait chaque fois des zones rouges indiquant un contact avec quelque chose de chaud, mais ce qui le troubla le plus, c'est que les objets étaient entièrement rouges uniformément, comme si une chaleur invisible les avait enveloppés tout entiers. Gowdy était entré dans la maison en sceptique, mais il en ressortit plus aussi sûr de ses certitudes, affirmant que d'un point de vue scientifique, il n'avait absolument aucune explication rationnelle à fournir. Le 9 avril, l'équipe de télévision repartit, fortement déçue de n'avoir obtenu que peu de preuves tangibles, tout en étant convaincus en raison de leurs expériences personnelles qu'il se passait réellement quelque chose d'anormal à Humpty Doo. Mais Channel 7 reçut ensuite une séquence filmée par 2 caméramans qui s'étaient attardés un peu plus longtemps dans la maison. Ces derniers avaient capturé un deuxième phénomène, un couvercle en plastique projeté brusquement au-dessus d'un buffet. Sur le moment, les caméramans étaient persuadés d'avoir obtenu une nouvelle preuve. Mais quand l'équipe de télévision revisionna la bande, image par image, les monteurs et journalistes de Today's Tonight remarquèrent un détail qui changea tout. Dans le reflet de la vitrine du buffet, on distinguait vaguement une silhouette. L'équipe de télévision fit donc paraître une nouvelle émission à propos de l'affaire, indiquant que tout cela n'était probablement qu'un canular et que l'un des résidents avait même avoué avoir lancé le couvercle. Toute l'affaire avait été ainsi balayée d'un revers de main et tous les spectateurs de l'émission pensaient donc que les résidents avaient truqué l'ensemble des phénomènes. Et dans les jours qui suivirent, Humpty Doo devint un lieu de pèlerinage médiatique. C'est ainsi qu'intervinrent les journalistes Paul Cropper et Tony Haley. Mais l'accueil fut nettement plus réservé. L'émission de Greg Quell avait bien évidemment laissé les résidents amers. Paul Cropper et Tony Haley étaient des enquêteurs et auteurs australiens spécialisés dans les phénomènes paranormaux et principalement les poltergeists. Depuis plusieurs mois, ils enquêtaient sur différents cas de poltergeists australiens pour un article destiné au magazine 14 Times. Ils se rendirent à Humpty Doo le 25 avril. Naturellement, journalistes et résidents évoquèrent la dernière partie de l'émission de Greg Quell. Kirsty leur expliqua alors comment celui-ci n'avait cessé de les pousser à reconnaître que l'un d'entre eux avait jeté le couvercle en plastique. Excédée, Kirsty avait fini par lui répondre « Très bien, si cela vous arrange de dire que nous l'avons volontairement lancé, alors dites-le ».
Aussi, les résidents leur expliquèrent que depuis 4 jours, plus aucune anomalie n'était intervenue. Par ailleurs, quelques jours auparavant, le 21 avril, Kirsty était sortie de la maison pour interpeller 2 hommes aborigènes qui se trouvaient sur leur terrain. Accroupis sous un arbre, les 2 hommes étaient en train de creuser la terre à main nue. Quand elle s'adressa à eux, ils ne dirent mot, ne la regardèrent même pas, ils se levèrent simplement et repartirent en voiture. Depuis cette scène étrange, la maison était plongée dans un calme inattendu. Plus aucun phénomène ne s'était produit. Cropper et Haley se rendirent aussitôt à l'endroit précis où les 2 hommes avaient creusé, constatant alors qu'un trou avait effectivement été fait dans la terre. Par ailleurs, Kirsty et son mari leur confièrent ensuite qu'ils avaient déjà vécu par le passé des phénomènes similaires dans 2 de leurs précédentes habitations. D'abord des jets de cailloux contre leurs portes qu'ils avaient attribués à des jeunes mal intentionnés, puis dans leur seconde habitation, des objets disparaissaient et réapparaissaient ailleurs, notamment un couteau de cuisine. Comme l'activité semblait à nouveau être retombée depuis plusieurs jours, les 2 enquêteurs quittèrent la maison ce soir-là. Mais le lendemain, un appel urgent les fit revenir en hâte. Un bruit sec retentit soudain et une ampoule venait de tomber à ce moment-là sur le béton sans se briser. Personne n'avait pu le déposer là sans être vu et aucun résident ne reconnut aussi l'objet. L'ampoule intacte avait surgi de nulle part, comme tant d'autres choses dans cette maison. Tous se retirèrent ensuite dans la cuisine lorsqu'ils entendirent un bruit de cailloux heurtant le toit. Au cours de la journée, ils virent de nouvelles pierres, des pinces à linge et même des piles être projetées par une force invisible. Ils restèrent sur place pendant la nuit, mais rien ne se produisit. Durant les jours suivants, ils verront d'autres cailloux tombant du plafond, un crucifix lancé à travers une chambre s'écrasant contre le mur tout près de Paul. Tous les résidents étaient présents lorsque ces événements survenaient. Puis un tesson de verre d'environ 4 pouces éclata sur la table. Les enquêteurs leur demandèrent pourquoi la famille était restée si longtemps dans la maison avec un enfant si jeune qui aurait pu être blessé à tout moment. Mais le groupe affirma que Jasmine n'avait jamais été en danger. Par ailleurs, à un moment donné, alors que Paul était assis dans la cuisine, un objet heurta son genou. C'était encore une balle qui lui avait semblé tomber juste au-dessus de sa tête. Chaque fois qu'un objet tombait, les résidents avaient pris l'habitude de le déposer dehors dans une boîte près du barbecue. Mais il arrivait que ces mêmes objets soient à nouveau lancés dans la maison. Aussi, quelques jours plus tôt, Simon Potter, qui était un enquêteur sceptique travaillant pour la branche Darwin Skeptics de l'organisation Australian Skeptics, avait affirmé que les résidents avaient truqué cette histoire de poltergeist en scotchant des objets sur les pales d'un ventilateur de plafond. Les objets, une fois le ventilateur en marche, se projetaient alors dans la maison de manière aléatoire. En raison de ces accusations, les 2 enquêteurs examinèrent minutieusement les ventilateurs. Ils tentèrent même de reproduire le phénomène selon la théorie de Potter, mais les trajectoires obtenues n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'ils avaient observé dans la maison. Après leur enquête, les journalistes étaient convaincus qu'ils avaient bien eu affaire à un cas authentique de poltergeist. Ellie, dans ses notes, écrira ceci : « Je ne dis pas que c'est surnaturel, je dis que c'est réel et que nous n'avons pas trouvé d'explication naturelle. » Paul Cropper, dans un article commémorant plus tard le 20e anniversaire de la hantise, écrira ceci : « La question la plus souvent posée est la suivante : était-ce réel ? Oui, c'était certainement le cas. Je reste convaincu que ce que j'ai observé pendant 4 jours en avril 98 était un poltergeist. 20 ans plus tard, je ne suis pas plus près de comprendre ce qu'est un poltergeist, même après avoir enquêté sur des affaires en Australie, en Turquie, en Malaisie, au Vietnam ou au Zimbabwe. Guy Playfair m'a dit un jour qu'après des décennies d'enquête sur des affaires, il n'était toujours pas au courant de leur nature véritable. Les poltergeists sont probablement les plus accessibles et pourtant les plus déroutants de tous les phénomènes paranormaux. Paul Cropper ajoutera également sur son propre site internet « Quelques-unes de mes expériences à la maison de Humpty Doo me laissent encore perplexe 20 ans plus tard. La première s'est produite alors que j'étais assis à une table face à 2 résidentes alors qu'elles s'affairaient devant l'évier de la cuisine à quelques mètres de moi. Elles parlaient encore quand j'entendis 2 bruits. Le premier bruit était celui d'une poignée de pierres de gravier frappant le toit en tôle ondulée de la maison, puis le second, le bruit des pierres heurtant le sol de la cuisine où elles se sont dispersées. 2 sons forts, distincts et séparés. Aucune des 2 femmes n'avait rien lancé et les pierres étaient tombées entre moi-même et les résidentes. Il semblait que les pierres avaient traversé à la fois le toit et le plafond en plâtre.
Aussi, en 2011, lors d'une interview sur l'affaire, le journaliste et animateur de télé Greg Quayle fut de nouveau interviewé. Il affirma qu'il était persuadé que quelque chose d'inexpliqué s'était bel et bien produit dans cette maison et que les responsables de la chaîne, après l'histoire du reflet de la silhouette, lui avaient dit que cela relevait forcément du canular. Mais lui et son équipe avaient bien assisté à différents événements qui ne s'expliquaient toujours pas. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette maison de Humpty Doo ? La question demeure entière et les pistes sont nombreuses. Compte tenu du nombre de témoignages, la théorie du canular ne tient pas. Alors est-ce que les résidents avaient affaire à un poltergeist induit, un phénomène psychique déclenché par exemple par Kirsty, inconsciente du rôle qu'elle aurait pu jouer ? Ou bien était-ce Murph, le médium inconscient peut-être encore secoué par la perte brutale de son ami Troy, qui aurait libéré sans le vouloir une énergie émotionnelle si intense qu'elle aurait trouvé une issue violente dans l'environnement. Il existe aussi la possibilité d'une synergie collective, un effet cumulatif généré par tous les résidents, car 3 d'entre eux avaient été proches de Troy. Un groupe soudé par le choc, le deuil, la peur, pourrait-il avoir cristallisé un phénomène psychokinétique ? Et puis il reste l'hypothèse la plus dérangeante, Troy lui-même, un esprit encore attaché à la terre, arraché trop tôt à sa vie, tentant de se manifester maladroitement, intensément, douloureusement. Mais alors pourquoi cette orthographe erronée de son nom inscrite sur les murs ? Si c'était lui, comment expliquer cette approximation ? Mais pourquoi aurait-il voulu faire peur à ceux qu'il aimait ? Était-ce réellement son intention ou simplement une décharge brute, anarchique d'émotions accumulées ? Peur, souffrance, panique vécue au moment de la mort, qui se serait matérialisée dans l'espace au travers de ce phénomène. Mais une question demeure, si tout venait d'eux, du groupe, du deuil, de l'esprit de Troy, des tensions internes animant l'un ou plusieurs des résidents, alors pourquoi les manifestations avaient-elles pris place avant leur arrivée ? En effet, Evie Winters, la femme chargée de remettre la maison en état avant l'arrivée des nouveaux occupants, rapporte elle aussi des phénomènes troublants. Dès qu'elle avait franchi le seuil de la demeure, elle s'était sentie prise d'un malaise diffus, un sentiment de lourdeur difficile à expliquer. Ce qui l'avait particulièrement frappée, c'était le froid anormal qui régnait à l'intérieur. La maison était glaciale alors même que le soleil australien tapait en plein après-midi. Elle affirma également que les portes s'ouvraient et se refermaient d'elles-mêmes sans courant d'air. Une autre personne ayant habité la maison dans son enfance, et donc bien avant l'emménagement des 5 résidents, avait décrit les mêmes sensations, la même atmosphère pesante et les mêmes mouvements inexpliqués des portes. Quant aux propriétaires, ils n'ont jamais pris la parole publiquement sur ce qui se serait réellement passé dans leur logement. Un silence d'autant plus étrange que malgré l'espace généreux de cette maison, ils préféraient vivre dans une autre demeure bien plus petite, située non loin de là, où ils s'entassaient à 7 avec leurs 5 enfants. Alors pourquoi continuer à louer leur grande maison et refuser d'y habiter eux-mêmes ? Alors que faut-il penser de l'affaire de Humpty Doo ? Un poltergeist authentique, une tempête psychique née du deuil ou des tensions du groupe ? Une énergie plus ancienne qui hantait déjà la maison ou quelque chose de plus obscur encore tapis dans ses murs bien avant l'arrivée des résidents. Ce qui rend ce cas si fascinant, c'est que plus on le décortique, moins il semble se laisser saisir. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, d'après tout ce que vous venez d'entendre. Quelle hypothèse vous paraît la plus crédible ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette histoire ? Et surtout, s'agit-il selon vous d'un vrai poltergeist ou d'autre chose ? Dites-le moi en commentaire.